On pense souvent savoir d'où vient la Terre du Milieu. Mais en réalité, la véritable histoire de sa création, elle est beaucoup plus surprenante qu'on ne l'imagine. Elle cache un secret, une passion, qui est vraiment à l'origine de tout. Voilà, c'est Tolkien lui-même qui le dit. Et avec cette simple phrase, il renverse complètement notre perspective. Pour lui, le but, ça n'a jamais été juste de raconter une histoire en inventant des noms sympas. Non, le projet de sa vie, c'était de donner une maison, un monde entier, à des langues qu'il avait créées de toutes pièces. C'est la question qui change tout, n'est-ce pas? Ça nous force à voir Le Seigneur des Anneaux non pas comme le but ultime de Tolkien, mais plutôt comme le résultat, magnifique certes, mais presque accidentel d'une passion bien plus profonde, bien plus personnelle. Alors, pour vraiment comprendre cette idée, il faut d'abord s'intéresser à l'homme derrière l'auteur. Je veux parler du professeur, parce que c'est son identité professionnelle qui est la clé pour déverrouiller tout son processus créatif. Au cœur de tout ça, il y a la philologie. Et attention, ce n'était pas juste son travail, c'était une véritable passion, un amour profond pour l'histoire, la structure et même la musique des mots. C'est ça le moteur qui a fait tourner tout son univers. Quand on regarde son parcours, on comprend mieux. Sa vie a été complètement immergée dans l'étude des langues anciennes. D'Oxford aux tranchées de la Somme, puis à ses postes de professeur prestigieux, la philologie, c'était le fil rouge de sa vie, ce qui a nourri sa fascination et son expertise. Et c'est là qu'on touche vraiment au cœur du sujet. Tolkien appelait la création de langues son vice secret. Pour lui, ce n'était pas un simple hobby, c'était une forme d'art à part entière. Et ça, bien avant que Frodon ne pense même à quitter la comté. Cette citation, elle est fondamentale. Pour Tolkien, une langue ne pouvait pas exister comme ça, dans le vide. Elle avait besoin d'une histoire, d'une culture, d'un peuple pour la parler, pour qu'elle semble réelle, vivante. Une langue sans mythe, pour lui, c'était une coquille vide. Sa méthode de création était donc unique et complètement à contre-courant. Tout partait du son, de la grammaire, de la langue. C'est seulement après qu'il imaginait les peuples qui parlaient ces langues, puis leurs légendes, leurs mythes. Et la carte du monde, la géographie, n'arrivait qu'à la toute fin. La Terre du Milieu a littéralement été bâtie pour abriter ces langues. Mais bien sûr, ses connaissances d'universitaire ont directement nourri ses créations. Le quenya, cette langue noble et ancienne des elfes, s'inspire beaucoup de la sonorité du finnois, une langue qu'il adorait. Le sindarin, lui, qui est plus courant, puise sa musicalité dans le gallois. Ce ne sont pas des copies, mais de vraies créations artistiques basées sur des principes linguistiques bien réels. Bon, alors, comment ce projet si personnel, ce vice secret, a-t-il pu devenir un phénomène mondial? La réponse est assez simple. Tolkien n'avait à la base aucune intention de le publier. Tout a commencé avec Le Hobbit. C'était une histoire qu'il racontait à ses enfants. C'est une de ses anciennes étudiantes qui est tombée sur le manuscrit et qui a insisté pour le montrer à un éditeur. Le succès a été immédiat et bien sûr, l'éditeur a tout de suite demandé une suite. Mais Tolkien n'a pas juste écrit un autre conte pour enfants. Non, il a saisi cette occasion pour enfin donner vie au monde qu'il construisait en secret depuis des décennies. Le Seigneur des Anneaux est devenu le véhicule de sa mythologie, de ses langues, de son histoire profonde. C'est ce qui explique sa richesse incroyable et sa complexité. Évidemment, une œuvre aussi immense n'est pas exempte de critiques. L'une des plus tenaces concerne la représentation des races. Le journaliste John Yatt a bien résumé ce point de vue en soulignant une division morale qui semble parfois suivre la couleur de peau des personnages. Mais pour nuancer, il y a les écrits personnels de Tolkien qui révèlent une autre facette de l'homme. Lui, qui est né en Afrique du Sud, a exprimé dans ses lettres une haine viscérale de l'apartheid. Ces deux perspectives montrent bien toute la complexité des débats qui continuent d'entourer son œuvre aujourd'hui. Mais quelle que soit la complexité de ces débats, une chose est sûre, l'impact de Tolkien est absolument indéniable. Son travail n'a pas seulement créé un monde, il a redéfini un genre littéraire tout entier. Pour se rendre compte de l'ampleur de son influence, il suffit de regarder ailleurs que dans les livres, par exemple dans le monde de la science. C'est fou, mais plus de 80 espèces, de l'insecte Golumjapix smegol à un ancien hominidé surnommé le Hobbit, portent des noms tirés de son univers. Son monde a littéralement débordé de la fiction pour s'inscrire dans notre réalité. En résumé, son héritage est monumental. Il a rendu la fantaisie respectable pour les adultes. Des générations d'auteurs, de cinéastes, de créateurs lui doivent quelque chose. Et comme l'a si bien dit un critique, la Terre du Milieu fait maintenant partie de notre mobilier mental, de notre imaginaire collectif. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée. L'une des plus grandes épopées du XXe siècle est née de la passion privée, presque secrète, d'un homme pour les mots. Ça pose une question, non? Quelles sont les passions, les vices secrets que l'on cultive chacun de notre côté? Et quels univers insoupçonnés pourraient-ils un jour faire naître?